Bon, donc là, on a vu les pratiques basées sur les données probantes, le rôle de la science de façon plus générale dans notre pratique, la façon dont on peut aller trouver de l'information, comment est-ce qu'on utilise les bases documentaires, tous ces aspects-là. Mais je sais que ça peut sembler quand même extrêmement abstrait tout ça. Se demander, ok, mais concrètement, dans ma pratique ou dans ma vie, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser ça? Hasard du calendrier, je me suis retrouvé avec un excellent exemple pour vous illustrer ça ce matin. Donc, on va faire un petit exemple concret grâce à notre ami Donald Trump qui a déclaré hier le Tylenol cause l'autisme. Donc, je vous conseille d'aller regarder le fil de presse de la Fédération québécoise de l'autisme pour vous tenir à jour là-dessus si ça vous intéresse. Mais c'est un excellent exemple. Je vois ça, puis je me dis, bah, est-ce que c'est vrai ou pas? En plus, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, c'est pas une intervention qu'on cherche comme information. C'est vraiment un lien de causalité entre un médicament et, en l'occurrence, un diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, première chose, c'est sûr que moi, j'ai de la difficulté à faire confiance à une déclaration comme ça parce que, bah, c'est pas juste par préjugé de ma part, mais parce qu'on a un historique aussi. C'est une administration qui a énormément parlé, par exemple, de l'exemple dont on avait parlé, qui était les vaccins qui causaient l'autisme, qui s'est révélé être faux, mais c'était de l'information qui avait été clairement mise en place. Donc, logiquement, quand je vois une information comme ça, je me dis qu'il faut que je la vérifie. Donc, on a vu qu'on avait plusieurs niveaux d'information. Plus haut, on est dans des informations ou des documents qui en général sont de meilleure qualité. Et plus on descend en bas, plus on revient vers les études primaires, donc qui sont super intéressantes, mais qui en général sont moins des consensus. Donc, on va commencer du haut en bas. Dans ce domaine-là, on ne va pas avoir de système d'aide à la décision, c'est beaucoup trop précis. Mais par contre, on peut y regarder, bah, est-ce qu'il y a des guides de pratique, des résumés cliniques? J'en ai pas trouvé en tant que tel des guides de pratique sur un sujet aussi spécifique que ça. Par contre, ce qui est intéressant déjà, c'est que quand on regarde un peu justement chez les organismes qui en général peuvent faire ce genre de documents, ben, on retrouve que plus ou moins tous, donc qui sont spécialisés dans les aspects plus maternels ou de grossesse, amènent l'idée que ben non, aucune ligne directrice officielle confirme qu'il y a un lien causal entre les deux, puis que pour le moment il n'y a pas de changement dans les recommandations. Donc déjà, c'est intéressant. On peut se dire, ok, excellent, moi je vais aller voir un petit peu plus loin. Euh, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver moi-même des méta-analyses, des revues systématiques, bref, ces espèces de documents ou de recherches dans lesquels on synthétise différentes recherches. Ça me permettra de gagner du temps, puis d'essayer de voir un peu c'est quoi le consensus scientifique qu'on a aujourd'hui. Donc, je sais que je vous ai fait toutes les démonstrations sur PsycInfo, mais là, comme c'était plus pour un médicament, je suis allé chercher dans Medline. J'ai été chercher justement tout ce qui était des revues de littérature, des revues systématiques, et du coup, j'en ai trouvé deux que je trouvais intéressantes. Comme c'était un exemple rapide, moi je ne suis pas spécialisé dans ce domaine-là, j'ai été chercher deux méta-analyses ou deux revues systématiques qui ont été faites dans la dernière année, parce qu'évidemment, c'est des choses qui peuvent changer très vite. J'en ai pris deux, parce qu'en général, j'aime bien avoir plusieurs points de vue. Et déjà, résultat intéressant. La première que je suis allé voir, les résultats sont quand même étonnants. Eux, ils disent, bah, regarde, oui, il y a un lien entre l'acétaminophène et ce qu'ils appellent le NDD, donc les troubles développementaux. Donc eux, ils sont assez intenses même. Ils disent qu'il faut vraiment agir en demandant aux femmes enceintes de ne pas prendre de l'acétaminophène. Ce qui m'a étonné, parce que pour être franc, je partais avec mes préjugés. Comme on en avait parlé, on a tous nos préjugés, on se dit Donald Trump nous dit quelque chose, ben, d'un point de vue scientifique, on a le droit de se dire ouais, c'est peut-être faux. Donc, très intrigué, je suis allé voir la deuxième recherche. Et déjà, on voit qu'elle est un petit peu plus précise. Là, on commence vraiment à parler de l'autisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle aussi des autres recherches. Puis ils disent, ben, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de preuves et que sans doute, ce qui se passe dans beaucoup d'autres recherches, c'est qu'il y a plein de facteurs dont on tient pas compte. Par exemple, les aspects génétiques ou des aspects d'environnement. Là, on revient à un sujet qu'on a déjà souvent discuté, la corrélation contre la causalité. Par exemple, même si, on va poser ça comme hypothèse,
on réalisait qu'effectivement, les enfants autistes ou les personnes autistes ont généralement eu des parents qui ont pris plus d'acétaminophène. Est-ce que ça veut dire que l'acétaminophène cause l'autisme? Ben, pas forcément. Prenons par exemple une hypothèse alternative. Peut-être que beaucoup de personnes autistes ne sont pas diagnostiquées. Donc, quand elles ont des enfants autistes, ben, ça paraît être quelque chose de nouveau, alors qu'en réalité, les traits existaient déjà. C'est quelque chose qui est souvent encore plus fréquent chez les femmes, par exemple. On sait que les personnes autistes ont souvent plus de sensibilité sensorielle. Donc, on pourrait postuler qu'il pourrait y avoir une plus grande sensibilité à la douleur. Donc, qu'on soit de l'autre côté, que ce soit les personnes autistes, diagnostiquées ou non, qui prennent plus d'acétaminophène et que donc, on se retrouve avec plus d'enfants autistes qui ont des parents qui ont pris de l'acétaminophène. C'est une hypothèse qui est complètement valide. Et c'est un peu ça le problème dans cette première recherche. C'est qu'ils disent qu'il y a un lien. Mais ils prennent directement une décision pour dire ben, c'est un lien de causalité. Et eux, ce qu'ils disent, ben, c'est que c'est pas forcément à ça qu'ils arrivent, parce qu'ils se disent, ben, regardez, on voit effectivement une petite corrélation. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien direct? La seule façon de le vérifier, dans un monde idéal, c'est sûr que ce serait de faire une étude expérimentale, donc on prend plein de femmes enceintes, à la moitié on donne de l'acétaminophène, à la moitié on ne donne pas, puis on regarde ce que ça donne. Sauf qu'évidemment, éthiquement, c'est pas ça qu'on peut faire. Par contre, ce qu'on peut quand même regarder, c'est essayer de voir si on a une façon de vérifier, de contrôler l'environnement et des facteurs génétiques. Et une idée qui a été amenée, c'était de se dire, bah, ce qu'on peut faire, c'est regarder les frères et sœurs. Donc de se dire, ok, on va prendre les frères et sœurs et les enfants autistes, puis on va redemander à leurs parents, bah, est-ce que pendant cette grossesse-là, vous avez pris de l'acétaminophène? Comme ça, on tient compte de deux variables. L'aspect génétique, comme c'est des frères et sœurs, il y a quand même une variable qui est plus ou moins contrôlée là-dessus. Et des aspects environnementaux. Peut-être que les environnements qui sont plus riches prennent plus d'acétaminophène et détectent plus les enfants autistes. Donc on tient compte aussi de ça. Et ça, c'est intéressant. Mais évidemment, comme on l'a vu, par exemple, avec la crise des opioïdes sur ordonnance, ça vaut la peine quand même d'aller voir des études, on va dire, primaires, pour voir d'où ça vient cette information. Donc, on va chercher ça. J'ai choisi d'aller voir une seule étude primaire, pour être franc, parce que c'était la plus importante, une qui était citée, c'en est une qui est quand même relativement récente, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une étude qui a été faite avec quasiment 2,5 millions d'enfants. Et là, je suis vraiment allé dedans, et on tombe sur des tableaux qui ressemblent à ça. On va apprendre petit à petit au fil de la session à mieux les lire, mais là, on va y regarder pour ce qui touche les aspects de l'autisme, l'acétaminophène, on voit plein de chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon. Première chose qu'on va regarder, c'est de se dire, ok, est-ce que ça a un impact important? Parce que déjà, première chose, c'est très différent si la recherche nous dit, ah ben oui, chaque fois qu'une mère prend une pilule d'acétaminophène, l'enfant est autiste, ou si on nous dit, bah, statistiquement, c'est un petit impact. Donc, quand on va regarder, puisqu'une fois de plus, c'est quand même une recherche avec un grand échantillon, ce qu'on voit, c'est que, en général, si on prend l'échantillon de personnes qui ont pris de l'acétaminophène, puis qu'on le compare à l'autre, la différence sur 10 ans est de 0,09%. Donc déjà, on s'entend qu'on est très très loin des déclarations de l'acétaminophène cause l'autisme. Euh, Surtout qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais si on regarde d'autres médicaments qui sont en dessous, ils ont des impacts qui en général sont plus grands. Donc c'est quand même déjà quelque chose de particulier. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que justement, si on tient compte avec les enfants qui ont des frères et sœurs, ben, tout d'un coup, on retrouve plus cette différence-là. Donc, ça se peut très bien que ce soit lié à d'autres facteurs. En fait, c'est la décision prudente de se dire, mais regarde, on ne voit pas de lien à ce stade-là. Alors maintenant, vous pourriez me dire, ouais, mais même si c'est un lien tout petit, puis même si c'est un lien qu'on ne retrouve pas dans les bonnes études, est-ce que il vaut quand même pas mieux être prudent?
en se disant, bah, regardez, on va tout arrêter jusqu'à ce que, par exemple, on fasse des plus grandes recherches. Bon, plus grand que 2,5 millions, il faudra y aller, mais est-ce qu'on ne devrait pas arrêter? Mais c'est là qu'on revient dans ce que nous, on a appris en tant qu'intervenant. Notre but, oui, on tient compte de la science, mais on doit aussi tenir compte de l'environnement, d'autres facteurs, de tous les aspects cliniques. Et il faut réfléchir au fait que quand on donne de l'acétaminophène, on ne le donne pas juste pour le fun. C'est pas une logique de se dire ce matin je vais me prendre 3 paquets de Tylenol. On le donne en général pour plusieurs raisons. Alors oui, il y a l'aspect de la douleur, mais il y a aussi l'aspect de la fièvre. Et là, on tombe dans une réflexion intéressante, parce qu'on peut regarder les différentes possibilités qui existent. Disons qu'on décide demain d'interdire le Tylenol. Ok. Ben, le problème, c'est qu'une fièvre, si on la laisse, il y a des risques aussi pour l'enfant. Euh, les autres médicaments qu'on a, comme par exemple l'aspirine, ont aussi des risques qui ont été étudiés. Donc on n'a pas vraiment d'alternative dans ce genre de situation. Rien faire, c'est aussi un certain niveau de danger. Donc on arrive quand même dans une logique où on se dit, ok, disons qu'on est hyper prudent, puis qu'on se dit, ok, il y a encore un petit peu d'incertitude. Ok, pas de problème avec ça. Mais le bénéfice, ou prenons ça dans l'autre sens, le risque qui est lié au paracétamol est sans doute inférieur aux autres alternatives qu'on a. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que toutes les organisations ont continué de recommander le paracétamol. Et c'est la bonne décision. On a un médicament sur lequel, avec les données qu'on a aujourd'hui, on doit penser qu'il n'y a pas de risque, qu'on compare à d'autres alternatives qui ont des risques. Donc logiquement, on continue. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Parce que là, on a vraiment regardé ça d'un point de vue purement scientifique. Maintenant, comme on en avait parlé, la science, ça ne se fait pas complètement dans le vide. Les déclarations qui utilisent la science se font en général dans un environnement. Je ne vais pas forcément rentrer dans les réflexions de se dire quels sont les facteurs politiques ou stratégiques qui peuvent rentrer là-dedans. L'instrumentalisation de la science, c'est quelque chose qui est très reconnu, et si à un moment c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous transmettre justement des recherches qui ont été faites sur ce sujet. Mais je veux aller sur un autre aspect. C'est que faire une déclaration comme ça peut être considéré comme dangereux. Et une des raisons là derrière, c'est à cause de la souffrance que ça met sur les gens. Et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup, malheureusement, dans l'utilisation de la science en autisme. Souvent, on a mis la responsabilité sur les parents et même particulièrement les mères. Euh, si vous ne connaissez pas Bettelheim, qui avait écrit La forteresse vide, qui était justement un chercheur en autisme, mais qui était avec cette théorie psychanalytique de l'époque de dire ah, les enfants autistes ont été hautement traumatisés par leur mère, parce que lui avait été euh, victime des camps de concentration et avait vu des actions stéréotypées chez certains prisonniers. Donc quand il a vu ça chez les autistes, il s'est dit ah, ça doit avoir une cause similaire liée au trauma. La personne qui doit créer ces traumas, c'est la mère. Il avait créé cette notion de mère réfrigérateur en disant bah, c'est de sa faute. Et imaginez la souffrance qu'on peut avoir en tant que parent quand on nous dit c'est de votre faute que votre enfant a une problématique aujourd'hui. Cette souffrance est reconnue. Et indirectement, aujourd'hui, quand on dit aux gens bah, le médicament que vous avez pris, c'est la cause du problème de votre enfant, il y a quand même quelque chose qui peut être, on va dire, souffrant, injuste par rapport à ces personnes-là. Donc c'est une occasion, une fois de plus, de réfléchir comment est-ce qu'on se positionne quand on parle de la science. Maintenant, continuons de réfléchir là-dessus. On avait vu justement tous les paradigmes transformatifs. On part quand même justement d'un postulat qui est particulier, qui est celui de dire bah, l'autisme est un grave problème, est une maladie même de la façon dont c'est amené, qu'il faut soigner, qui est aussi un postulat qu'on pourrait remettre en question. Euh, par exemple, une des réponses que j'aime beaucoup là-dedans, et qui est peut-être une des meilleures réponses dans cette situation, est celle d'une personne qui a beaucoup parlé de l'autisme, qui est Louis T, qui disait ben, moi j'aimerais remercier le Tylenol. Donc, je trouve que c'est un bon exemple sur comment aller chercher de l'information,
sur comment évaluer cette information, sur comment revenir à d'autres éléments, sur comment tenir compte d'autres facteurs que la recherche scientifique, et comment tenir compte aussi de l'environnement dans lequel on est, de l'impact qu'on a sur les gens en tant qu'intervenant, voire même de notre rôle sociétal en tant qu'intervenant, de lutter parfois contre la désinformation dans des domaines qui nous touchent. Donc voilà, maintenant on va continuer sur la suite du cours.